Oui. Le déroulé. Voilà, donc bonjour à tous. Merci d'avoir bravé les éléments pour nous rejoindre et merci aux gens qui sont connectés. J'espère que vous entendez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc nous sommes très heureuses. Nous nous sommes mises à deux associations. L'association d'Anita Seleskovic, représentée ici par Claire Donovan, et l'association des anciens élèves de l'ESIT, dont je suis la présidente, pour accueillir notre cher Edgar, voilà, Weiser, bien connu de nous tous, à l'occasion donc de la parution de son livre, dont il nous parlera, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est évidemment l'image, mais je pense que Edgar la commentera. Je vais laisser Claire présenter Edgar et son parcours parce qu'elle le connaît bien mieux que moi. Moi, je vais juste redire une évidence, c'est que la traduction, l'interprétation, c'est le deuxième plus vieux métier du monde, on le sait bien. Quel est le plus vieux? Et c'est peut-être, la raison en est que c'est peut-être plus qu'un métier. Et la accoucheuse. Bon. À moi. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est un petit peu plus qu'un métier. J'en ai la conviction et la preuve. Edgar, qui a changé de vie depuis quelques années, en fait, continue toujours à interpréter. Et c'est la preuve que, d'une part, son énergie et son envie sont là. Et c'est la preuve, d'autre part, que le besoin de faire se comprendre entre eux des gens de différentes cultures demeure et est crucial. Je te laisse la parole, Claire. Merci beaucoup. Ma chère collègue, chers futurs collègues, puisqu'il y a des étudiants qui sont ici, c'est un immense plaisir pour moi, pour Lucille, d'accueillir Edgar Weiser pour cette conférence débat, et ceci au nom des deux associations. Il y a une formule toute faite, on dit d'un intervenant qui n'a pas besoin d'être présenté, needs no introduction. Mais en fait, jamais la formule n'a été aussi appropriée qu'appliquée à Edgar. Parce que Edgar est vraiment chez lui, ici, à l'ESIT. Il y interprète depuis 45 ans. Il a enseigné à l'ESIT 38 ans. Et oui, 38 ans. Et il a présidé l'association d'Anissa Seleskovic pendant 10 ans. J'ai évoqué le travail d'enseignant d'Edgar. Et quand moi j'étais étudiante, Edgar enseignait déjà. Et j'ai pu bénéficier de ses cours. Ce n'était pas ma combinaison linguistique, mais j'allais systématiquement à ses cours d'allemand vers le français. Et je dois dire que ces cours se démarquaient des autres cours de l'époque. Bon, d'abord, Edgar était plus proche en âge des étudiants que les autres enseignants, et donc plus facilement abordable. C'était peut-être aussi sa personnalité qui jouait aussi. Et il illustrait volontiers ses conseils pédagogiques par des anecdotes personnelles. Et on voit que ça continue avec le livre. Et on adorait ces anecdotes parce qu'elles nous ouvraient des perspectives sur une profession. Et on comprenait bien que ces professions étaient très attachantes et que Edgar était vraiment passionné par la profession d'interprète. Et d'ailleurs, il décrit, il transmet cette passion très bien dans son livre. Ensuite, interprète pendant plus de 4 décennies, et interprète remarquable, j'ai souvent travaillé, non pas à ses côtés, mais dans une cabine à côté, et il a travaillé au plus haut niveau. J'ai interprété de nombreuses réunions avec lui, des réunions techniques, médicales, des entreprises. Et je pense que vous pouvez imaginer le niveau de stress et de tension au sein d'une équipe d'interprètes lorsque on interprète une réunion médicale ou une réunion sur l'électricité, des lignes de haute tension, etc. C'est quand même assez électrique et les gens sont très crispés. Oui, absolument. Merci d'avoir noté. Alors, c'était très bien d'avoir Edgar dans l'équipe à ce moment-là parce qu'il nous détendait. Il avait le trac, il le dit dans son livre, mais il le cachait bien, ça ne se voyait pas.
Et il avait toujours des plaisanteries, des histoires à raconter, et qui était si drôle d'ailleurs que nous, on oubliait notre trac. Donc c'était vraiment, enfin moi j'appréciais toujours, quand je voyais le nom Edgar Weiser parmi les collègues, c'était toujours très agréable. Bon, Edgar prolonge cet art de raconter, de transmettre la passion du métier d'interprète dans son livre Secret professionnel. Et ben voilà, je pense que j'ai assez parlé. Et je vais lui donner la parole, mais avec une question pour lancer un peu. Edgar, comment est-ce que t'es venue l'idée d'écrire ce livre? Bien, bonjour à tous, bonjour chers collègues. Bon, après tout ce qui vient d'être dit, à mon avis, je peux plier bagage et rentrer chez moi parce que je ne vois pas trop ce que je pourrais ajouter à ce tombeau d'éloges si sympathique qui a été déversé sur moi. Et je voudrais bien sûr en profiter pour remercier les deux associations, l'association d'Anica Seleskovic, représentée par sa présidente Claire, l'association des anciens élèves de l'ESIT, représentée par Lucille, qui la préside, d'avoir organisé cela, d'avoir accordé suffisamment d'intérêt à ce petit livre. C'est un petit recueil, ça fait 130 et quelques pages. Voilà. Pour répondre à cette première question, comment m'est venue l'idée d'écrire ce livre? Alors, cette idée me trottait dans la tête déjà depuis un certain temps, mais il y a eu un facteur déclenchant qui est la publication du livre d'entretien entre Anne-Marie Widlund, que je salue amicalement, qui est la vice-présidente de l'association Seleskovic, un livre d'entretien entre Anne-Marie Widlund et Christopher Thierry, et qui est extrêmement intéressant, qui est nettement plus volumineux que le mien, avec une foule de choses tout à fait intéressantes, et que vraiment je vous recommande. Ce livre s'appelle « Ceci n'est pas un livre de mémoire », livre d'entretien entre Anne-Marie et Christopher. Et en voyant que quelqu'un comme Christopher Thierry et Anne-Marie évidemment aussi, qui sont extrêmement attachés à la préservation et à la défense du secret professionnel précisément des interprètes, ont pu publier un tel ouvrage, je me suis dit, il y a peut-être un petit espace, un petit interstice dans lequel je peux me glisser pour raconter un petit peu ma vie d'interprète sans pour autant franchir de lignes rouges déontologiques. Et c'est vrai que j'ai assez longtemps hésité avant de me mettre devant mon ordinateur pour écrire les premières lignes de ce livre parce que je craignais de sortir des clous ou de risquer de sortir des clous. Bon, apparemment, d'après les échos que j'ai eus, il n'y a pas eu de drame. Je n'ai pas révélé de choses excessivement délicates, mais c'était effectivement une grande hésitation que j'ai eue pendant un bon moment. Donc vous aurez compris, c'est un petit recueil de souvenirs, d'anecdotes. Ce n'est en aucun cas un livre de mémoire. Je ne prétendrai pas à cela. Et pour moi, les mémoires d'un interprète, c'est quelque chose qui est impossible, même s'il y en a certains qui se sont affranchis de cette règle et de ce précepte de toujours respecter le secret professionnel. Ce petit ouvrage, pour moi, s'oriente sur 3 axes principaux qui sont la transmission, l'apprentissage et les rencontres. Alors, la transmission, c'est évident pour les traducteurs et les interprètes que nous sommes. D'ailleurs, petit aparté, pour moi, les deux métiers sont les deux faces d'une même médaille. Je veux dire, la différence entre les interprètes et les traducteurs, c'est que les interprètes, eux, n'ont pas besoin de savoir lire et les interprètes, eux, n'ont pas besoin de savoir lire et écrire, contrairement aux traducteurs qui ont besoin de maîtriser ces savoirs. Mais sinon, nous faisons exactement ou pratiquement le même métier. Et donc, la transmission, c'est naturellement l'essence même de ce travail de l'interprète ou du traducteur. Transmission, oui, en passant le passage d'une langue à l'autre, où on peut aussi nous qualifier de passeurs et de passeuses. Voilà. Sinon,
dans cette idée de transmission que j'aborde aussi dans ce livre, il y a tout le volet de l'enseignement, qui est par essence un acte de transmission. L'on transmet son expérience, son vécu, son savoir-faire aux futures générations appelées à exercer le même métier que soi-même. Et puis enfin, le fait même d'écrire un petit livre comme celui-là est aussi une œuvre de transmission, puisque par là, je transmets une partie de ce que j'ai vécu dans le domaine professionnel à ceux qui me font l'amitié et l'honneur de me lire. Le deuxième aspect, c'est celui de l'apprentissage. J'ai, comme Claire l'a rappelé, enseigné à l'école pendant presque 40 ans, pendant 38 ans, et c'est une activité que j'ai énormément appréciée. Généralement, je donnais un cours par semaine, donc 1h30 par semaine. Ça me coûtait, entre guillemets, la demi-journée, parce que je venais de banlieue, le temps d'arriver à Dauphine à l'époque, de rentrer chez moi. Mais ça ne m'a jamais empêché de le faire avec le plus grand plaisir. Le contact avec les étudiants, l'exigence intellectuelle ou professionnelle qu'apporte l'activité d'enseignement elle-même, puisqu'on ne saurait chercher à inculquer à autrui, à des élèves, à des étudiants, des règles et des préceptes qu'on ne s'appliquerait pas à soi-même. Donc ça oblige tout de même à une grande honnêteté intellectuelle. Apprentissage, donc, dans cet aspect de l'enseignement, mais aussi apprentissage dans l'exercice de mon métier, puisque s'il y a bien une profession où l'on apprend tout au long de sa vie, c'est bien celle d'interprète. À chaque nouvelle conférence, à chaque nouvelle prestation, on se prépare, on apprend quelque chose, on apprend un certain nombre de choses avant l'intervention, au moment de la préparation, et ensuite pendant la conférence ou la prestation elle-même, on apprend encore quantité d'autres choses. Je ne dis pas qu'on se souvient de tout, ce serait bien présomptueux, mais en tout cas, on apprend beaucoup de choses. Et puis le troisième volet, c'est celui des rencontres. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de professions comme celle d'interprète. Alors là, c'est peut-être une des petites différences avec le métier de traducteur, mais il y a peu de professions comme celle d'interprète où l'on est amené à croiser, à rencontrer tant de personnes enrichissantes, passionnantes, intéressantes, et ça peut aller d'un chef d'État ou du président d'une organisation internationale jusqu'à un ouvrier syndicaliste dans une petite entreprise qui participe à un comité européen. C'est vraiment toute une gamme de personnes, de personnalités que l'on peut rencontrer et que l'on rencontre dans ce métier et qui sont, toutes ces rencontres sont des grandes sources d'enrichissement. Donc voilà un petit peu ce qui m'a amené à me lancer dans la rédaction de ce petit ouvrage. Alors, donc, on voulait te demander, Edgar, si pour être un bon interprète, il faut avoir grandi dans un milieu bilingue et biculturel. Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on fait pour acquérir l'aisance nécessaire dans au moins 2 langues pour pouvoir ensuite pratiquer l'exercice de l'interprétation? On bosse. La réponse est très simple. Acquérir une langue étrangère, c'est du travail. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance, dans mon cas personnel, de grandir dans un environnement bilingue, famille germanophone, mais j'ai été scolarisé en France. Ça facilite, bien que, j'y reviendrai un petit peu plus tard, ça présente aussi d'autres difficultés, mais ça facilite effectivement l'accès à un tel métier, mais il y a d'innombrables exemples de collègues pour qui les langues étrangères sont des langues acquises, n'est-ce pas, Claire? Hein? Et acquérir une... est-ce qu'il y a une coupure de liaison? Non, pas de problème. OK. Acquérir une langue étrangère au niveau requis pour un interprète, c'est
essentiellement, alors c'est une grande motivation bien sûr, mais c'est essentiellement du travail. Je ne sais plus qui a dit, je me demande, je sais pas, c'est peut-être une citation apocryphe qu'on a attribuée à Einstein ou à qui quelqu'un a demandé, mais maître, vous êtes un génie, mais comment devient-on un génie? Il a dit, Einstein aurait répondu, écoutez, vous savez, le génie c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Eh bien, apprendre les langues étrangères, je crois que c'est à peu près la même chose. Ce qu'on a coutume d'appeler le don des langues, bah, oui, il y a des gens qui sont plus doués dans telle ou telle quantité d'activités artistiques et autres, mais indépendamment d'un petit socle peut-être de talent, de dons personnels, c'est très majoritairement du travail et du travail. Alors sinon, il y avait la deuxième partie de la question de Lucille, c'est-à-dire comment acquérir ce niveau de compréhension suffisant, cette espèce d'intuition de la langue suffisante. Alors le conseil que je donnais toujours à de futurs étudiants, des jeunes qui voulaient s'inscrire dans une école d'interprète, je leur disais toujours, bon, essayez de passer bien sûr un maximum de temps dans les pays étrangers des langues que vous voulez pratiquer, mais peut-être la chose la plus utile, je veux dire, l'immersion c'est très bien, mais c'est loin de suffire. Et peut-être que le meilleur conseil à donner à un jeune futur étudiant en interprétation, c'est d'aller faire des études supérieures dans les pays de ces langues étrangères, mais surtout pas, a priori pas d'études linguistiques, d'aller faire des études de droit, de sciences politiques, d'économie, de sciences, peu importe, à l'étranger, parce que de cette façon, la langue n'est pas l'objet de l'enseignement et de l'apprentissage, mais la langue est simplement le support et le moyen par lequel sont véhiculées d'autres connaissances. Et c'est peut-être l'une des meilleures façons de faire du perfectionnement linguistique pour atteindre le niveau requis permettant par la suite de devenir interprète. Pardon. Merci beaucoup. Je confirme qu'il y a bien des interprètes qui n'ont pas grandi dans un milieu multilingue, bilingue, donc c'est possible. Je pense, Edgar, que comme moi, tu te souviens encore très bien de tes études d'interprète. Ça laisse quand même des marques, des traces. Et je me demandais, pour toi, qu'est-ce qui a été l'aspect le plus compliqué dans l'apprentissage de ce métier? Qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile? D'apprendre l'anglais. Je suis arrivé à l'ESIT avec effectivement comme langue B l'allemand, qui était une langue familiale, donc que je parlais couramment, que je comprenais très bien. Et j'avais appris l'anglais au lycée et par quelques brefs séjours en pays anglophone. Et l'anglais était ma langue C, donc une langue purement passive, mais qui était comment dire, je suis entré à l'école, donc on a jugé que mon degré de compréhension de l'anglais était peut-être suffisant, mais j'étais vraiment au plancher. Et donc la principale difficulté pour moi était tout au long de mes études de perfectionner ma connaissance de l'anglais, ma compréhension de l'anglais et surtout ma compréhension de l'anglais oral. Parce que j'avais pris assez tôt l'habitude de lire en anglais. C'est une des petites anecdotes que je raconte dans ce livre. Quand j'ai fait anglais première langue, quand j'étais au lycée, donc en classe de 6e, j'ai commencé à apprendre l'anglais. Je devais avoir 10-11 ans. Comme beaucoup de gamins à l'époque, j'aimais beaucoup les livres de Enid Blyton, Le Clan des 7 et Le Club des 5, dont j'avais lu à peu près toute la collection parue en français, mais mes parents m'ont dit qu'il y en avait encore beaucoup d'autres qui n'avaient pas été traduits et qui existaient en anglais. Mes parents voyageaient de temps en temps en pays anglophones, notamment en Angleterre, et ils m'ont donc rapporté des Clubs des 5 et des Clans des 7 en anglais. Et donc, alors peut-être pas à partir de la classe de 6e, parce que c'est un peu juste, mais à partir de la classe de 5e, j'ai commencé à lire en anglais. C'est pas toujours facile, mais c'est une habitude que j'ai prise à l'époque et que j'ai gardée depuis. Et encore aujourd'hui, je lis majoritairement en anglais. Et évidemment, quand j'étais à l'ESIT, j'étais
abonné à l'International Herald Tribune, on lisait l'Économiste, etc., etc. Et j'ai dû beaucoup travailler l'anglais pour atteindre un niveau suffisant. Et pour la compréhension orale, c'était un peu plus compliqué. C'était évidemment avant Internet. On n'avait pas de vidéo YouTube et ce genre de choses. Mais bon, ça a été la principale difficulté. Et une autre difficulté, alors un peu moins grande, mais c'était un petit peu plus particulier, c'était le travail vers ma langue B, vers l'allemand. Parce que ma connaissance de l'allemand était une connaissance familiale, familière. Mais je n'avais pas séjourné en Allemagne, je n'avais pas fait d'études en Allemagne, et donc je n'étais absolument pas habitué à utiliser un langage formel, un langage de conférence, un langage officiel. Et là aussi, j'ai dû travailler pour apprendre un nouveau registre dans une langue qui par ailleurs était pour moi de facto une langue maternelle. Et il y a une espèce de hiatus, une espèce de décalage qu'il m'a fallu surmonter, mais ce que j'ai réussi à faire. Et ensuite, une troisième difficulté, mais qui m'a accompagné tout au long de ma vie d'interprète, c'était de réussir à relire mes notes de consécutives. J'ai une écriture de chat qui trempe sa queue dans l'encre, et encore, je suis peut-être pas très charitable avec certains chats, mais j'ai toujours eu du mal à me relire moi-même. Alors ça avait un effet secondaire positif, c'est que je savais parfaitement que je ne pouvais pas totalement compter sur mes notes pour faire mes consécutives. Donc il fallait que j'utilise un peu plus mes neurones que mon papier pour faire la consec. Oui, tu as travaillé à très haut niveau, on l'a déjà évoqué, pour des chefs d'État et de gouvernement. Comment est-ce que tu as géré le stress de ces situations-là? Je dirais que un ou une antidote. Un antidote? Une antidote? Un antidote. Alors, le principal antidote... Ça fait plaisir de voir que les Français ont du mal avec ça. Ah, mais absolument, absolument. Mais ce qui est important, c'est de savoir quand on doute, pour aller vérifier. Hein. Donc, je crois que le principal antidote au stress, je préfère peut-être le mot trac que stress, bon, c'est à peu près pareil. Au trac dans ce métier, c'est d'être préparé. Encore une fois, qu'on aille dans une conférence technique, qu'on aille interpréter une vedette à la télévision, qu'on aille travailler dans un congrès ou pour des ministres ou des chefs d'État, mieux on est préparé, moins on a de mauvaises surprises. On a toujours des surprises. On ne peut jamais couvrir toutes les éventualités, mais je crois que la meilleure façon de se prémunir du stress, c'est de se préparer, c'est d'anticiper le plus possible ce qui peut se produire, ce qui peut être dit. Je sais que souvent entre collègues, on se faisait avant un petit briefing, notamment dans certaines interviews à la télévision. On se faisait avec le collègue ou la collègue avec qui on travaillait un petit briefing en disant voilà, si le journaliste pose telle question, si tu étais à la place de l'acteur en question, du sportif en question, quelle serait ta réponse? On essaye d'anticiper, d'imaginer ce qui peut se dire. Après, quand on travaille pour des personnalités comme des ministres, des chefs d'État et de gouvernement, il faut quand même se dire que ce sont des hommes et des femmes comme les autres. Ils ont 2 bras, ils ont 2 jambes, il leur arrive d'avoir mal au ventre, il leur arrive d'être dans un bon jour, il leur arrive d'être dans un mauvais jour. Mais bon, ce ne sont pas des supermen et des superwomen. Hein. En se mettant bien cela dans l'esprit, je crois que ça permet aussi de relativiser un petit peu le caractère impressionnant de ce type de prestation. Puis alors, il y a un troisième aspect, c'est peut-être un petit peu présomptueux de présenter les choses comme cela. À partir du moment où ceux qui me demandent de travailler pour un président, pour un Premier ministre, me mettent dans cette situation et me
témoigne cette confiance, je me dis bon, que je ne suis peut-être pas là par hasard. Et que si on me demande d'être là, c'est qu'on estime qu'a priori, je suis capable de le faire. Et c'est également un aspect qui permet de se rassurer. Voilà. Cela dit, le trac est toujours présent. Alors, peut-être pas autant que maintenant. J'ai rarement eu autant le trac que quand je suis venu à cette conférence. Vous pouvez demander à ma petite Evelyne, elle pourra vous me le confirmer, que j'étais assez énervé ce matin. Mais voilà, je crois qu'un comédien vous dira la même chose. Sans trac, on ne peut pas bien jouer la comédie. Sans trac, on ne peut pas être un interprète vraiment performant. On a besoin de cette tension. Il faut la bonne dose d'adrénaline. Il n'en faut pas trop peu, mais il n'en faut pas trop non plus. Si on en a trop, à ce moment-là, on risque la paralysie. Et qu'est-ce qui se passe alors en cas d'imprévu? Parce qu'on a anticipé un maximum de choses et il se produit quelque chose qu'on n'a absolument pas anticipé. Qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte. Voilà, il faut, comme à mon avis, dans beaucoup d'activités, dans beaucoup de professions, il faut une capacité d'adaptation. Quand on voit un présentateur à la télévision qui soudain perd la liaison avec le journaliste qui fait un duplex depuis un endroit étranger, à ce moment-là, on s'adapte, on essaye de faire face. Mais bon, il peut y avoir des situations un petit peu particulières, un peu exceptionnelles. Les réponses vont totalement dépendre du type de surprise que l'on va avoir. Hein. Je veux dire, je raconte une petite anecdote dans le livre où je parle d'une émission en direct à la télévision où la personne que je devais interpréter à partir de l'anglais, qui était un cycliste belge flamand, a répondu en néerlandais et pas en anglais. Et moi, je ne comprends pas un mot de néerlandais. J'explique comment je m'en suis tiré à ce moment-là. Donc, il y a des réactions. Voilà, il faut s'adapter. Alors justement, page 38 du livre, tu parles de ton trac avant l'émission avec Günter Grass et tu écris « Je bascule en mode interprète ». Alors c'est en lien avec la question précédente, mais est-ce qu'il y a des techniques, peut-être de respiration aussi, c'est quoi le basculer en mode interprète? Se faire confiance, faire confiance à... Alors d'abord l'expression, effectivement, je crois que je l'ai utilisée dans ce livre, et en lisant très récemment un numéro hors série du magazine Lire, intitulé Langue française, arrêtez le massacre, il y avait toute une partie consacrée à l'horrible mode de l'expression en mode interprète. Donc si jamais je fais une nouvelle édition, il faudra que je supprime ce en mode interprète qui est très vilain. Mais bon, je l'ai utilisé. Alors qu'est-ce que c'est basculer en mode interprète? C'est d'abord avoir une concentration la plus grande et la plus forte possible. C'est un métier qui exige une très grande concentration. Je veux dire, quand on est là en train d'interpréter, le monde extérieur à ce qu'on est en train de faire n'existe plus. Hein, je veux dire, si on a mal aux dents, on oublie qu'on a mal aux dents. Si on s'est accroché avec sa belle-mère, on oublie qu'on a une belle-mère. Et on est totalement investi dans sa tâche et on fait abstraction de tout ce qui pourrait nous parasiter. Donc, c'est effectivement ce passage dans une concentration maximale. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'importance de la préparation, c'est-à-dire mieux on se sera préparé, mieux on se sera mis à l'abri de mauvaises surprises, même s'il peut toujours y en avoir. Et après, alors ça rejoint un tout petit peu ce que je disais tout à l'heure en disant que là où je suis, je n'y suis pas par hasard, c'est que certains m'ont fait confiance pour y être. Ça me fait penser à cette fameuse devise de l'agence spatiale américaine, de la NASA, qui est « Failure is not an option ». Donc, voilà. Là aussi, c'est probablement un peu ramenard, un peu prétentieux, mais de se dire, on ne peut pas imaginer qu'on pourrait se planter. Et ça aide effectivement à surmonter le trac, le stress, même si, bon, les plantages existent.
j'ai eu la chance de ne pas en avoir eu de gros, mais aucun interprète, si on a un gros plantage, ça peut vraiment avoir des conséquences sur le reste de la carrière, mais aucun interprète ne vous dira qu'il a toujours travaillé à la perfection et qu'il n'a jamais eu d'ennui, qu'il n'a jamais eu de problème, ça serait un mensonge. Je voulais juste ajouter une question, puisque tu as parlé de l'oubli des souffrances physiques et psychiques lors de l'interprétation. Donc, est-ce que l'interprétation peut être une forme de thérapie? C'est une question que je me pose souvent en observant les collègues et moi-même. Alors là, tu me laisses sans voix, ce qui est un peu paradoxal pour un interprète. Je n'en sais fichtre rien. Bon, oui, je pense que pendant la demi-heure pendant laquelle on travaille, on oublie ses soucis. Mais dès qu'on a fermé le micro et que le ou la collègue a repris, le monde extérieur revient ni plus ni moins brutalement. Et alors, Lucille évoquait l'aspect de la respiration. Ou autre, il faut pas, c'est une question qu'il ne faut pas me poser. J'ai la capacité thoracique d'un hamster rachitique et je ne sais pas respirer. Il y a des gens qui disent oui, il faut respirer par le ventre. Ou voilà. Chez Arte, à la chaîne de télévision Arte, où j'ai travaillé pendant de longues années aussi, pendant un moment, ils voulaient nous faire travailler debout, en disant pour avoir une belle voix, pour bien communiquer, pour bien projeter sa voix, il vaut mieux être debout dans le micro. Moi, si je suis debout, je m'essouffle. Et non, moi, il faut que je sois avachi pour être bien. Mais voilà. Tout ça me fait penser, l'image qui me vient, c'est celle du funambule, il peut pas échouer. Il doit se faire confiance et être hyper concentré, voilà. Et... Pour rebondir sur le funambule, enfin je sais pas, la métaphore est peut-être pas très heureuse, mais c'est quand j'enseignais à l'ESIT, notamment au début de la simultanée, lorsque j'expliquais aux étudiants que bon, la simultanée, sur le papier c'est totalement impossible, dans la pratique on en fait tous les jours. Mais je disais, au début, on a un petit peu le sentiment d'être le petit bonhomme de la bande dessinée qui marche vers une falaise. Et à un moment, il n'y a plus rien sous ses pieds et il continue de marcher dans le vide. Et c'est au moment où il se rend compte qu'il n'a plus rien sous ses pieds qu'il dégringole. Voilà. Et une fois qu'on maîtrise les techniques de la simultanée, bien à ce moment-là, on a toujours quelque chose sous ses pieds. C'est drôle, Lucille, que tu parles de funambule, parce que Daniel Gilles, qui a beaucoup écrit sur l'interprétation, a émis une hypothèse du funambule, the typewriter hypothesis, justement pour décrire la situation de l'interprète en cabine. Donc, oui. Encore un tout dernier mot. Funambule, oui, mais souvent sans fil. Et souvent sans filet, mais funambule quand même. Pardon. On va passer à une réflexion peut-être plus philosophique sur, parce que tu as pu observer de très près l'évolution de la vie politique en Allemagne. C'était une période charnière, la réunification, et puis pour tous les changements avant et depuis. Et d'après toi, et ce que tu as pu observer, et sans dévoiler de secrets professionnels, bien sûr, non, est-ce que pour toi, la réunification était incontournable ou est-ce qu'on aurait pu imaginer d'autres solutions? Et quelle est ton analyse de l'effondrement qui, vu de l'extérieur, semblait très rapide de la RDA? Bon, je suis pas sûr d'être particulièrement qualifié pour répondre à cette question. Ce n'est pas une question spécialement pour un interprète, si ce n'est qu'effectivement j'ai suivi ces événements de relativement en près, mais ces événements étaient très publics finalement. Mais bon, puisqu'on me pose la question, je ne vais pas me défiler. Tout d'abord, je ne parlerai pas d'effondrement de la RDA. Pour moi, la RDA ne s'est pas effondrée. J'y vois plutôt une sorte de retour à la normale.
il y a eu en Allemagne une parenthèse entre 1945 et 1989, où ce pays a été divisé pour les raisons qu'on sait. Mais finalement, c'est comme un balancier ou comme un élastique. La nature a repris ses droits, en quelque sorte. Alors, il a fallu un certain nombre de circonstances. Il y avait la grande formule qu'on utilisait en Allemagne de l'Ouest, mais aussi ailleurs en Europe, la réunification allemande, y penser toujours, n'en parler jamais. Et ensuite, il y a eu un bonhomme qui, lui, a réellement fait l'histoire, c'était Gorbatchev. Et c'est parce que Gorbatchev n'a pas envoyé les troupes au moment de la chute du mur que la réunification a pu se faire. Et après, est-ce qu'on aurait pu imaginer d'autres évolutions, d'autres évolutions historiques? C'est très difficile de dire ça maintenant. Je crois que dans le contexte de l'époque, le processus qui s'est engagé très naturellement. Alors je crois me souvenir que du point de vue juridique ou constitutionnel, il y avait deux options pour la réunification allemande. Il y avait soit, en vertu d'un article de la loi fondamentale allemande, la possibilité pour la RDA d'adhérer à la République fédérale, et il y avait une autre option, je ne sais pas si c'était un référendum ou quelque chose comme ça, où la population de RDA aurait voté pour la réunification. Ils ont retenu la solution la plus simple, qui était celle de l'adhésion de la RDA à la République fédérale, parce que c'était la solution beaucoup plus rapide. Et c'est vraiment, je veux dire, c'est un mouvement de bulldozer qui s'est entraîné, qui a été, côté ouest allemand, animé par le chancelier Kohl, qui lui-même avait une personnalité de bulldozer. Et je crois que les choses se sont passées finalement assez logiquement, assez normalement. Et au début, il y a eu des voix qui se sont élevées pour dire on aurait peut-être pu faire autrement. Je crois que maintenant, avec, ça fait quoi, 35, presque 35 ans de recul, plus personne ne se pose réellement ce genre de questions. Alors, on va enchaîner avec le rôle de l'interprète précisément. Et moi, je sais, pour en avoir parlé avec toi quand je t'avais interviewé pour écrire ton portrait, mais je l'ai lu aussi dans ton livre, qu'en fait, l'interprète, il accompagne aussi tous ces mouvements de l'histoire, surtout quand il interprète des représentants des États. Et dans son attitude, l'interprète, il ne fait pas que traduire des mots, il traduit des propos, et les propos, ils sont remplis de sous-entendus, de réflexions induites, et l'interprète prend part justement quand il transmet le message. D'abord, il perçoit tout ce qui est en deçà des mots, tout l'espace entre les mots, et il contribue largement à le restituer. Ça fait beaucoup plus que le propos finalement. Et peut-être dans ce sens-là, on peut dire que l'interprète, notamment sur la réunification de l'Allemagne, les deux Allemagnes, par la façon dont il interprète précisément, dont il remplit sa tâche, il aide les mouvements de l'histoire à se dérouler dans un sens ou dans l'autre. Oui, je ne crois pas qu'il faille quand même attacher une importance excessive au rôle, entre 4 guillemets, historique des interprètes. On est un tout petit rouage, on est évidemment un intermédiaire linguistique, c'est notre mission première, mais on sait très bien, aussi bien les traducteurs que les interprètes, que les mots sont une partie relativement minime de notre action de transposition et de transmission. Je disais, c'était une de mes formules que j'utilisais souvent aussi dans l'enseignement, quand je disais aux étudiants,
faisait un commentaire sur une interprétation, dit oui mais il a dit ça, oui mais elle a dit ça, en parlant de l'orateur pour justifier ce que l'interprète avait dit. Il dit oui, la personne a utilisé tel et tel mot, mais qu'est-ce qu'elle a dit réellement? Un message, une communication est loin de se réduire uniquement aux mots qui la composent. Les traducteurs et les interprètes, on ne travaille pas sur la langue, on travaille sur le message, on travaille sur le contenu, on travaille sur le sens. Les mots sont des simples véhicules. Et comment dire, et en faisant cette transmission, cette transposition linguistique, évidemment, on véhicule d'autres choses, et la dimension interculturelle du travail de l'interprète est réelle. Mais là aussi, le mot interculturel, ça fait assez prétentieux, ça fait assez important. C'est quelque chose qui est assez spontané, assez logique. Et je donne toujours un exemple, je crois que j'en parle un petit peu dans ce livre aussi. J'ai travaillé pendant plusieurs années sur un projet ferroviaire entre la SNCF d'une part et la grande entreprise industrielle allemande Siemens d'autre part. Et on n'imagine pas deux univers aussi différents que une grosse boîte industrielle allemande comme Siemens et une grosse administration à dominante CGT comme la SNCF en France. Et effectivement, on interprétait, c'était des réunions très techniques sur les systèmes de freinage, de fermeture de portes et que sais-je, de normes sur le nombre de décibels des klaxons du tram-train en question. Mais à tout moment dans l'interprétation, il fallait essayer, mais ça ne se faisait pas explicitement, ça se faisait implicitement, essayer de franchir ce fossé culturel qu'il y avait entre ces deux acteurs. Mais je crois qu'on le fait spontanément, et je crois aussi bien les traducteurs que les interprètes le font. C'est un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Ça se fait très, très naturellement. Mais est-ce que tu n'as pas eu l'impression quand même, dans certaines situations, notamment avec des hommes politiques, que la façon dont tu interprétais influait aussi sur le cours de l'échange? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, tout d'abord, il est rarissime que l'interprète soit le seul tiers intervenant dans un entretien politique. Il y a toujours des conseillers d'autres personnes qui, généralement, comprennent l'autre langue et qui voient exactement ce qui se passe. Et je ne vois pas comment... Je veux dire, ça serait même assez peu professionnel, ou ça poserait une question déontologique assez grave. Si un style ou un type d'interprétation pouvait influer sur une décision politique, il y aurait de quoi se poser de graves questions. Et si on en arrivait là, je suis certain que l'un des conseillers ou l'une des autres personnes présentes interviendrait tout de suite et qu'on ne se retrouverait plus recruté par les mêmes personnes. Donc, sachons rester à notre place. D'ailleurs, j'en parle aussi un petit peu, la place de l'interprète, aussi bien la place physique de l'interprète que la place professionnelle de l'interprète, notamment dans l'interprétation à haut niveau. Alors justement, on va redescendre sur Terre à propos de place physique de l'interprète. Et alors, tu l'évoques aussi dans ton livre, la nécessité, quand on est surtout interprète de délégation, par exemple, quand on interprète pendant les repas, de prévoir les besoins physiologiques, mais aussi d'être en condition, un peu comme un sportif. Alors, ça recouvre beaucoup d'éléments, cette question-là. Bah, il faut être en forme dans ce métier, comme je le disais, ça demande une grande concentration, une grande présence. Donc, le conseil que je donne toujours et que j'ai essayé de m'appliquer à moi-même, c'est d'avoir une hygiène de vie aussi bonne que possible, surtout de dormir assez. Ce qui alors est parfois un petit peu compliqué quand on voyage beaucoup, quand on est dans des hôtels plus ou moins agréables.
il faut essayer de bien dormir, essayer de se nourrir correctement, éviter de trop picoler, ça va sans dire. C'est un métier où on parle beaucoup, donc évidemment, il faut se graisser les cordes vocales, il faut boire. Mais attention, quand on fait des missions à haut niveau, il ne faut pas trop boire non plus, parce qu'on n'est jamais sûr de pouvoir procéder à une escale technique au moment où on en aura besoin. Donc voilà, c'est un pilotage fin. Alors, non, c'est pas vraiment comparable à la préparation physique d'un sportif. D'ailleurs, regardez-moi, je n'ai pas vraiment le physique d'un grand sportif et je ne prévois pas de participer aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Mais je crois que c'est essentiellement une question d'hygiène de vie et de repos. D'être reposé quand on est là et de faire attention. Je veux dire, si, j'en sais rien, quelqu'un a l'habitude de prendre des calmants régulièrement, s'il sait ce que font ces médicaments et comment il les supporte très bien, mais si un jeune interprète est un jour recruté pour travailler pour le président de la République et s'il est hyper nerveux et s'il avale 2 Xanax alors qu'il n'a jamais pris ce genre de produit de sa vie, ça peut avoir des conséquences extrêmement fâcheuses. Oui, pour parler de boire à l'excès, un très bon conseil pour des jeunes interprètes qu'on m'a donné, c'est de ne jamais commencer à se servir dans le minibar dans les hôtels. Donc, c'est une pente savonneuse. Oui. Mais on va peut-être passer à une autre facette de ton activité qui était une facette extrêmement importante, à savoir l'enseignement. Puisque je rappelle, Edgar a enseigné 38 ans à l'ESIT. Et je pense que si tu as enseigné si longtemps, c'est que vraiment... C'est pas pour l'argent. Hein. C'était pas pour l'argent, je confirme, c'était pas pour l'argent. C'était parce que l'enseignement te passionnait. Donc j'aimerais te demander, qu'est-ce qui t'attirait plus particulièrement dans l'enseignement? Quel était le moteur de cette constance pendant 38 ans? Bien, en fait... Il faut peut-être remonter un petit peu avant. J'ai commencé à prendre plaisir à étudier lorsque je suis entré à l'ESIT. Je me suis emmerdé, de la petite section de maternelle jusqu'à ma licence. Voulais m'apprendre des savoirs, ça ne m'amusait pas du tout. Quand je suis entré à l'ESIT, on a commencé à m'enseigner un savoir-faire et ça correspondait beaucoup plus à ma personnalité. J'ai commencé vraiment à prendre plaisir à ce que je faisais. Et depuis le moment où je suis entré à l'ESIT jusqu'au moment où j'ai dû quitter l'école, en fait, je n'ai jamais vraiment coupé le cordon ombilical avec l'école. Quand j'ai donc été diplômé, je suis entré à l'ESIT. D'ailleurs, oui, ce que je voulais dire au début, j'ai oublié, il y a exactement 50 ans. Il y a 50 ans, en 1973, à l'automne 73, j'étais alors pas dans cette salle qui n'existait pas, mais à la salle équivalente à Dauphine. Et j'en suis sorti 4 ans plus tard, parce qu'au milieu de mes études, j'ai dû partir faire mon service national. Donc je suis sorti en 77 de l'école, quand j'ai été diplômé à ce moment-là. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir partir 3 ans à Bruxelles, recruté par la Commission européenne, où j'ai vraiment appris sérieusement mon métier, parce que le diplôme d'interprète de l'ESIT, c'est comme un permis de conduire. Hein. On apprend à n'écraser personne, mais on est loin d'être un praticien chevronné. Donc j'ai pris de la bouteille en travaillant 3 ans à Bruxelles dans les institutions européennes, mais ce n'était pas le but dans ma vie. Le but dans ma vie, c'était d'être freelance et de travailler à Paris. Et donc en 1980, je suis revenu à Paris pour m'installer comme interprète freelance. Et l'une des premières choses que j'ai faites, je suis allé à l'ESIT. J'ai pris rendez-vous avec Danica Seleskovic, qui dirigeait l'école à l'époque, où elle dirigeait peut-être la section interprétation en 80, avant de diriger l'école dans son ensemble. Et je lui ai
dit coucou, c'est moi que v'là, est-ce que par hasard vous avez besoin d'un prof dans votre école? Alors Danica Seleskovic, que j'avais eue comme enseignante, qui m'estimait, qui m'aimait beaucoup et que j'aimais beaucoup également, c'est elle qui m'a vraiment appris ce métier, m'a regardé d'un air un peu interloqué. Elle lui dit vous savez, Vézère, habituellement c'est moi qui sollicite les gens, c'est pas eux qui me sollicitent. Gloups, je me suis dit j'ai vraiment commis un très gros faux pas. Il y a eu un petit blanc. Elle a dit ouais, mais cela dit, on aurait vraiment besoin d'un prof pour faire la combinaison allemand-français. Donc, si vous voulez bien, vous pouvez commencer. C'est comme ça que j'ai commencé à enseigner à l'école. Et je ne sais pas, une sorte d'alchimie qui s'est faite. Alors, comme le disait Claire tout à l'heure, au début, la différence d'âge entre les étudiants et moi était extrêmement faible. J'avais des étudiants qui étaient plus âgés que moi, il y en avait qui avaient mon âge, il y en a qui étaient un peu plus jeunes. Donc, j'ai commencé en 80, j'avais 27 ans en 80, et j'ai très vite eu le sentiment qu'en ayant d'une part la mémoire de mes années d'hésite qui était encore proche de ce que j'avais ressenti comme étudiant, aussi bien sur le plan positif que sur le plan négatif, si je pourrais peut-être leur apporter quelque chose. Et j'étais pas, bon, ceux qui me connaissent, je crois, peuvent le confirmer, je ne suis pas d'un tempérament autoritaire, très directif. J'ai toujours essayé, dans la mesure du possible, de faire de cet enseignement un échange, un dialogue. Et je disais toujours à mes étudiants, écoutez, il y a une question que vous ne devez pas me poser, c'est quel est votre plan de cours ? Quel est votre projet didactique, votre projet pédagogique? J'ai dit ça, non, je ne peux pas vous répondre à cette question, mais ma conviction, c'était que pour enseigner quelque chose, et donc pour que l'apprenant apprenne dans les meilleures conditions, il faut qu'il prenne plaisir à ce qu'il est en train d'apprendre. Et c'est peut-être ça qui m'a toujours guidé, c'est de faire en sorte que mes étudiants aient plaisir à faire la consécutive, à faire la simultanée, et ma modestie dut-elle en souffrir. Je n'ai jamais eu, je crois, sauf rares exceptions, à désigner un étudiant pour faire l'exercice de consécutive ou de simultanée. Les mains se levaient toujours pour aller en cabine ou pour faire la consécutive, ce qui prouve qu'il devait quand même y prendre un certain plaisir. Alors, qu'est-ce que, parmi les autres motivations que j'ai eues pour enseigner à l'ESIT, donc il y a l'idée du partage, l'idée de la transmission, l'aspect que j'évoquais au début, c'est-à-dire cette exigence que cela représentait pour moi. Comment demander à mes étudiants de respecter certaines règles, de faire certaines choses, si je ne respecte pas ces mêmes principes. Donc c'est une sorte de remise en question constante. Une remise en question constante. Le contact avec les étudiants est extrêmement stimulant, il vous apporte énormément. Et puis alors, ce que j'ai énormément apprécié, mais c'était déjà le cas quand j'étais étudiant, c'était que c'était un enseignement totalement orienté sur la pratique. J'étais un praticien qui s'adressait à de futurs praticiens. On confrontait les étudiants, on confronte encore aujourd'hui les étudiants à ce qu'ils auront à faire plus tard. Alors bien sûr, et surtout à l'époque, il était difficile de simuler totalement les conditions réelles d'exercice. Maintenant, avec Internet, avec les discours qu'on peut trouver sur YouTube, etc., on peut se rapprocher de plus en plus de ce qu'est la vie réelle d'un interprète. Il n'empêche que faire une consec ou une simultanée dans une école d'interprète, c'est jamais la même chose que d'être lâché véritablement dans l'arène professionnelle. Moyennant quoi, c'est révélateur, c'est représentatif, c'est-à-dire l'étudiant qui réussit ce qu'on lui demande à l'école, a priori, réussira ce que lui demandera la pratique professionnelle. Alors, à la fin du livre, tu évoques les nouvelles technologies, bien sûr, ça va être un vaste chapitre.
qui ont rendu des services évidemment pendant le confinement, mais qui ont aussi imprimé un tournant majeur dans la pratique de cette profession. Et on peut se demander quelle place l'humain conserve. Et je voudrais citer Danica Seleskovic, je ne sais pas si c'est dans ton livre, Anne-Marie, que je l'ai lu. Elle dialoguait avec un jeune interprète qui lui disait avec le développement des technologies, on n'aura plus besoin de moi comme interprète. Et Danica lui aurait dit, de vous peut-être, mais de moi, non, toujours. Voilà, ça montre bien l'importance qu'elle donnait au rôle de l'humain et la différence qu'elle faisait précisément entre un humain et des machines. Alors, je crois que là, on est vraiment dans une question philosophique, qui est, oui, celle de l'avenir de nos professions de traducteurs et d'interprètes, du rôle que pourrait jouer ce qu'on appelle, à mon avis, à tort, l'intelligence artificielle. Pour moi, l'expression intelligence artificielle est un oxymore. L'intelligence, pour moi, est par essence naturelle et ne saurait être artificielle. Alors d'ailleurs, je me suis souvent posé la question de savoir s'il n'y a pas un mauvais transcodage de l'anglais. Est-ce que le champ sémantique de intelligence en anglais est le même que celui de intelligence en français? Je n'en suis pas convaincu. Il y a une partie du champ sémantique qui se recouvre, mais pas en totalité. On parle de l'intelligence quand on analyse un marché ou un domaine, l'intelligence. Absolument, voilà. intelligence économique. Enfin, oui, voilà, mais ça, c'est plus l'acception anglophone. Oui. Et moi, j'ai entendu quelqu'un dire que c'était plutôt de la logique, en fait. Le ChatGPT, c'est des logiques. Je crois que ce qu'on appelle, alors l'expression est très tendance, est très moderne. À mon avis, ce qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle, c'est ce qu'il y a 20, 30, 40 ans, on appelait les systèmes experts, les systèmes d'aide à la décision. Oui. Sauf que la puissance de calcul et la taille des bases de données sont devenus tellement considérables que, effectivement, ces systèmes experts, ces systèmes d'aide à la décision sont plus performants qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans. Mais aussi vastes que soient les bases de données, aussi perfectionnées que soient les algorithmes, je crois que ces logiciels, même si on utilise des expressions qui, à mon avis, sont aussi discutables, réseau neuronal, apprentissage profond, apprentissage machine, à mon avis, on pourrait faire 25 autres conférences là-dessus, ce n'est pas l'objet ici, mais je crois qu'en résumé, la plupart de ces systèmes continuent de travailler et d'opérer sur la langue. Or, les interprètes et les traducteurs, la langue, je veux dire, c'est le rabot du menuisier. L'artiste, c'est le menuisier ou l'ébéniste. On lui donne n'importe quel rabot, il va se débrouiller avec. Mais ce sur quoi travaillent les interprètes et les traducteurs, c'est le sens, le message, la pensée, le vouloir dire, l'intentionnalité. Et pour moi, ce sont là autant d'éléments qui, c'est une conviction personnelle profonde, qui pour moi sont des attributs d'un être conscient, d'une conscience. Pour moi, les machines ne sont pas des machines conscientes, et je ne crois pas à ce qu'on appelle l'IA forte ou les super-intelligences, où soudain on aurait des robots doués d'une conscience. Et je crois que tous ces éléments qui sont le pain quotidien du travail d'un interprète ou d'un traducteur, le sens, la pensée, le vouloir dire, l'intentionnalité, pour moi, tous ces éléments ne sont pas réductibles à de simples algorithmes, à une simple approche automatique. Et j'ai vu très récemment, je ne sais plus où, le qualificatif suivant attribué au système de traduction automatique ou d'aide informatisée à la traduction, où l'on qualifiait l'intelligence artificielle finalement de perroquet statistique. Et je trouve que l'expression est assez jolie, assez bien trouvée. Donc, en résumé, je ne suis pas viscéralement inquiet quant à la place de l'humain dans nos métiers de traducteur et d'interprète, même si la technologie est appelée à y jouer un rôle. Et je sais que
dans le domaine de la traduction notamment, on fait de plus en plus de, comment on appelle ça, MTPE, Machine Translation Post-Edition. Je crois que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, mais l'humain est toujours là, puisqu'il faut quelqu'un pour post-éditer les traductions automatiques. Quant au remplacement des interprètes par des robots, bon, il y a des tentatives qui ont été faites. J'ai vu 1 ou 2 vidéos où ça se pratiquait. Pour moi, c'est encore loin d'être convaincant. Il suffit de voir les systèmes de sous-titrage automatique où l'on ne passe même pas d'une langue à l'autre, de sous-titrage automatique dans la même langue, le nombre d'erreurs qu'il y a. Alors, quand on passe d'une langue à l'autre, ces erreurs vont être encore multipliées. Et j'imagine encore moins, et ça c'est aussi un aspect très important dans le domaine de l'interprétation, j'imagine encore moins un robot interprétant en langue des signes, par exemple. Des signes, oui. Oui, la conférence annuelle SKIC avec les universités vient d'avoir lieu. Et cette année, on a beaucoup parlé du fait que les jeunes se détournent de l'interprétation. Comme moi, tu te souviens, il y a une trentaine d'années, on avait tellement de candidats à l'ESIT qu'on n'arrivait même pas à les gérer. Enfin, on a eu 300 candidats régulièrement et donc énormément de jeunes qui voulaient être interprètes ou pensaient vouloir être interprètes. Et on constate depuis une trentaine d'années une baisse progressive un peu partout, pas spécialement à l'ESIT ou à l'ISIT, de l'intérêt des jeunes pour ces études. Alors, à quoi est-ce que tu expliques ça? On en a discuté beaucoup lors de cette conférence, on n'a pas trouvé de réponse, donc voilà, en désespoir de cause, je me tourne vers toi. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui envisage peut-être de commencer des études d'interprétation, mais qui hésite? Alors, les raisons, bon, on ne peut qu'avancer avancer des conjectures. Alors peut-être que s'il y avait beaucoup plus de candidats dans le temps, mais finalement le nombre d'élus à la fin n'était pas tellement plus grand, c'est parce qu'il y avait peut-être pas mal de candidats qui se disaient ben, je vais essayer ça comme je vais essayer beaucoup d'autres choses. C'est une voie possible comme beaucoup d'autres. Alors aujourd'hui, on est effectivement à une époque où il y a beaucoup plus d'informations, on peut beaucoup mieux se documenter sur nos métiers comme sur d'autres professions, et peut-être que maintenant, les candidats possibles choisissent avec plus de précision la voie qu'ils veulent suivre sans tenter les différentes possibilités qui s'offrent à eux. Je sais pas, c'est l'une des options, c'est l'une des possibilités. Et il y a peut-être une autre raison qui est moins agréable, mais je crois qu'il faut la reconnaître aussi, c'est le manque de reconnaissance de nos professions. Je veux dire, les interprètes et les traducteurs, nos professions ne sont pas formellement reconnues. Il y a, si les interprètes et traducteurs agréés auprès des cours d'appel, ce sont les seuls qui ont un statut officiellement reconnu, mais en dehors de ça, les traducteurs et autres interprètes et interprètes de conférences n'ont aucune reconnaissance formelle. Et ce manque de reconnaissance, à mon avis, a tendance à progressivement éroder l'attrait que suscite cette profession. Parce que qui dit faible reconnaissance ou reconnaissance en baisse dit aussi rémunération en baisse. Je ne suis pas sûr que les jeunes diplômés d'aujourd'hui gagnent aussi bien leur vie que nous la gagnions à l'époque lorsque nous avons commencé à travailler. Voilà. D'autre part, il y a effectivement tout ce que l'on entend sur l'intelligence artificielle, les robots qui vont nous remplacer. Est-ce que je dois me lancer dans un métier qui demain sera remplacé par une IA? Bon, sans forcément pousser la réflexion beaucoup plus loin, je pense que c'est aussi l'une des raisons. Et puis la généralisation de la langue anglaise. On se dit peut-être, bah, tout le monde parle anglais, à quoi bon avoir des interprètes? Et pourtant, d'après ce que je lis sur
l'activité ou le marché des services linguistiques et des prestations de services linguistiques, ce marché se porte bien. Il y a un chiffre d'affaires mondial qui se compte en milliards d'euros, de dollars, de prestations linguistiques. Alors ça recouvre l'interprétation de conférences, la traduction, l'interprétation de liaison, l'interprétation communautaire, de services publics. Donc il y a beaucoup de choses qui sont recouvertes par ces prestations de services linguistiques, mais c'est une industrie qui semble avoir le vent en poupe. Donc on est une situation un petit peu paradoxale. Alors que dire à un jeune que c'est le plus beau métier du monde, enfin presque, hein, mais oui, si peut-être, c'est un très beau métier, et je crois que si je m'adresse à mes collègues qui travaillent sur le marché parisien, ou même enfin, sur les marchés de l'interprétation en Europe, aux États-Unis ou autres, il y a du travail. Les interprètes ont du boulot, ça reste un métier passionnant, et il faut peut-être donner plus d'explications, notamment sur cette peur que l'on fait avec l'avènement des intelligences artificielles, qu'on n'aurait plus besoin d'interprètes ou de traducteurs. Ils travailleront peut-être différemment. Hein. De même qu'il y a cette post-édition de traduction automatique dans le secteur de la traduction, il y aura peut-être des évolutions comparables dans le domaine de l'interprétation. Je veux dire, on a commencé avec la pandémie à faire des heures et des heures d'interprétation à distance, en restant soit sur des plateformes dédiées, soit en restant chez soi. On m'aurait parlé de ça il y a 10 ans, j'aurais dit ouais, ça ne se produira jamais, c'est pas concevable, c'est pas de la communication. Pourtant, ça marche. Alors c'est pas très sympa parce qu'on aime bien aller prendre un café pendant la pause avec les collègues, on aime bien voir du monde, on aime bien voir les délégués qui sont toujours des personnes intéressantes. Donc voilà, je crois qu'il y a beaucoup plus de points d'interrogation dans ma réponse que d'éléments réels de réponse. Oui, moi je voulais demander aux jeunes qui sont présents de consulter la fin du livre d'Edgar, où il se pose la question « et si c'était à refaire ?» Et s'ensuit un plaidoyer enflammé en faveur de l'interprétation. Et je pense que la plupart des collègues interprètes ou ex-interprètes ici, on n'est jamais ex-interprète, on est toujours interprète, adhèrent complètement à cette analyse. Si c'était à refaire, ben oui, 100 fois oui, c'est ce que tu dis. Et ça, je pense qu'il faut peut-être faire passer ce message aux jeunes qui hésitent. Oui, absolument. Là, je n'ai rien à ajouter. Effectivement, si c'était à refaire, 1000 fois oui. Ça dit, comme je ne sais rien faire d'autre. Voilà. Alors, pour revenir tout au début, l'une des motivations aussi qui m'a amené à écrire ce petit livre, c'est pour une fois à parler en mon nom personnel, à ce que le je que j'utilise, c'est je. Et c'est pas le je de la personne que je suis en train d'interpréter. Et c'est de voir si j'étais capable. Bon, j'ai toujours aimé un petit peu écrire. J'ai un blog sur la langue française. Et j'aime bien écrire des petites choses ici ou là. Bon, j'avais jamais écrit de bouquin. J'ai voulu voir si j'étais capable d'écrire quelque chose et surtout de pouvoir parler à la première personne. Et aussi, pour revenir tout au début sur les motivations qui m'ont amené à écrire ce livre. Alors, l'une de mes motivations, c'est lié à quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec le métier d'interprète. C'est lié à une collection de cartes postales anciennes faite par ma femme Evelyne, qui a accumulé au fil du temps une importante collection de très belles cartes postales anciennes de la région d'Arcachon où nous vivons maintenant. Et un beau jour, elle s'est dit, c'est quand même dommage d'avoir tous ces albums remplis de cartes postales anciennes et que personne d'autre ne puisse en profiter. Alors elle a créé un site internet dans lequel elle a mis en ligne ces centaines de cartes postales anciennes. Son site est assez populaire chez ceux qui s'intéressent à cette région, est assez connu.
Et j'ai eu un petit peu le même raisonnement. Moi, ma collection, c'est pas une collection de cartes postales anciennes, c'était une collection de souvenirs, une collection d'anecdotes. Et je me suis dit, c'est peut-être un petit peu dommage de toujours garder cela pour soi. Alors bien sûr, je racontais ces anecdotes à certains de mes amis et collègues qui les connaissent, qui ne les ont pas découvertes dans ce livre. Mais je me suis dit, il y a un certain nombre de choses qui vont peut-être pouvoir intéresser d'autres. C'est donc l'idée, on revient au partage ou à la transmission, de ne pas forcément tout garder pour soi. Et justement, ça me fait penser aussi à cette image. Déjà, je voulais dire que le titre du récit Secret professionnel est vraiment intéressant parce que tu commences par dire que tu ne dévoileras aucun secret, précisément. Et d'ailleurs, c'est très important et c'est très bien que tu l'aies fait. Mais justement, tu as fait un exercice d'équilibriste pour, sans dévoiler de secret, quand même retracer un petit peu toutes ces situations. Et voilà, et c'est ça qui est... Ce sont justement des situations, mais qui finalement ne trahissent rien de ce qui fait l'objet du secret professionnel. Alors ça trahit peut-être un tout petit peu tel ou tel aspect de telle ou telle personnalité, mais je veux dire, on reste à mon avis dans des marges extrêmement prudentes et raisonnables, et ce sont des choses qui sont relativement connues. Quand on dit qu'un Jacques Chirac est quelqu'un de très chaleureux, à peu près tout le monde le savait. Mais voilà, le secret professionnel reste quand même la base, la pierre angulaire. Et je milite depuis un certain temps pour que dans la définition du secret professionnel par notre organisation professionnelle laïque, on ne se contente pas de dire que l'interprète de conférence est tenu à un secret professionnel total et absolu. J'aimerais qu'on rajoute l'adjectif imprescriptible, parce qu'à mon sens, le temps n'efface pas et ne doit pas effacer le secret, en tout cas un temps relativement long, alors que 200 ans plus tard, peut-être, mais et encore. Et encore. Oui, exactement, on ne sera pas là pour témoigner. J'ai encore une petite question, si c'est clair. C'était l'image qui m'a beaucoup frappée et beaucoup intéressée. Alors, puisqu'on est dans les collections d'anciennes cartes postales, est-ce que tu connaissais ce tableau depuis longtemps et voilà, Absolument pas. Merci Wikipédia. Je crois que j'ai trouvé ce tableau qui illustre, je vais tout de suite en donner la légende, ce tableau qui illustre la couverture du livre, en faisant une recherche sur Internet consacrée au drogman. Le drogman, c'est le mot qui a donné truchement, qui est l'ancienne appellation de l'interprète. Et donc, c'était turc. Oui, c'était dans l'Empire ottoman. Oui. C'était dans l'Empire ottoman, le drogman était l'interprète du sultan. Et le drogman a donc donné le mot français truchement, qui en français ancien, aujourd'hui on a l'expression par le truchement de, mais un truchement, c'était un interprète, quand truchement est utilisé comme substantif. Et donc en faisant une recherche sur truchement ou drogman, j'ai trouvé un petit article de Wikipédia avec une illustration libre de droit, et c'est ici le détail d'un tableau de François Mullard, dont j'avais jamais entendu parler, représentant Pierre-Amédée Jaubert, à gauche sur l'image, dont je n'avais jamais entendu parler non plus, devenu au cours de la campagne d'Égypte conseiller orientaliste et drogman, entre parenthèses interprète préféré de Napoléon. Il accompagne ici le Mirza, c'est-à-dire le prince Mohamed Reza de Qazvin, ambassadeur de Perse, au château de Finkenstein lors de sa rencontre avec Napoléon le 27 avril 1807 pour la signature du traité de Finkenstein. Et donc c'est le petit bonhomme penché derrière le prince, voilà, et Napoléon qui est de l'autre côté. Très belle image. Est-ce que la salle voudrait poser des questions? Et puis, pardon, juste une seconde avant de vous passer le micro, il y a toutes les personnes connectées à qui on va aussi donner la parole, bien évidemment. Voilà.
Par le par le chat. écrit, Alors on pourra les oui, entendre. oui, oui. Est-ce qu'on peut les entendre, Antonin, ou non, par le chat? Par le Ok, chat. oui, oui. Il faut les inviter alors à poser des questions dans le chat. Non, je crois que ça ne marche pas. Voilà. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? Vous parliez tout à l'heure, monsieur, des anecdotes en tant qu'interprète de conférence. Est-ce que de toutes ces anecdotes, on pourrait dire que ce sont des anecdotes plutôt positives uniquement? De toutes vos expériences, est-ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui que ce sont des expériences positives et que vous n'avez jamais eu d'anecdote négative? Parce que contrairement, excusez-moi, je continue, pardon. Oui, oui. Contrairement, tout à l'heure, vous aviez évoqué des interprètes-traducteurs judiciaires, assermentés cour d'appel de Paris, qui, en général, on ne garde que des anecdotes plutôt négatives. Les intéressés gardent des anecdotes négatives, ou c'est quand on parle d'eux qu'on parle d'anecdotes négatives, ou ce sont les interprètes traducteurs judiciaires qui eux-mêmes retiennent plutôt des anecdotes négatives? C'est bien ça, monsieur. Oui. Alors, mes anecdotes sont très majoritairement positives, mais aussi parce que je crois que, en tout cas, l'esprit humain, en tout cas mon cerveau est ainsi fait qu'il filtre les éléments négatifs et retient les éléments positifs. Je suis fondamentalement plutôt optimiste et donc oui, j'ai eu des expériences négatives. Je parle de quelques petites anecdotes qui sont un peu moins positives, mais bon, d'une part j'ai retenu les anecdotes positives et puis je trouve un petit peu dommage cette habitude qu'on a dans la société en général de ne parler que des trains qui arrivent en retard et jamais des trains qui arrivent à l'heure. Et donc j'ai voulu présenter ici plutôt les trains qui arrivent à l'heure, donc les bonnes expériences et les bonnes anecdotes que j'ai vécues dans ma vie d'interprète. Et peut-être que nos conditions de travail en tant qu'interprète de conférence sont meilleures. La nature, oui. J'ai une double question. Elle concerne l'évolution des personnes et des conditions de travail que vous avez connues. J'ai pas entendu le début. L'évolution. Au cours de ces 45 ans d'exercice, vous avez vu deux conditions évoluer parallèlement, à savoir les conditions d'exercice sur le plan technique, pratique, logistique, d'une part. Quels sont les traits marquants de cette évolution technique? Et d'autre part, vous avez également certainement constaté une évolution de l'état d'esprit, de la manière dont on travaillait, dans la formation de vos collègues interprètes avec qui vous travaillez également. Donc j'aimerais en savoir plus sur ces deux évolutions. Alors l'évolution des conditions de travail d'exercice, je dirais que pendant très longtemps, les choses n'ont pas beaucoup changé. Je veux dire, les cabines étaient les mêmes, que ce soit des cabines fixes comme ici, des cabines portables dans des salles de conférence. Les problèmes de son ont toujours été les mêmes. Parfois, on avait un très bon son, parfois, on avait un son nettement moins bon. C'est effectivement dans ces toutes dernières années où la technique a évolué, une nouvelle technique est venue se greffer dessus. C'est-à-dire, les techniques de visioconférence existent maintenant depuis, je ne sais pas, 30, 40 ans. La visioconférence existe. Or, en tant qu'interprète, et je crois que c'est la même chose pour mes collègues, on en faisait très, très rarement. Mais ça nous est arrivé de travailler en visioconférence. Il y avait effectivement quelques voix qui s'élevaient pour dire « Ah, mais si la visioconférence se multiplie, on ne va plus aller dans les congrès, on ne va plus voyager, on ne va plus voir les gens. » Et non, les gens ont continué de vouloir se voir et la visioconférence n'a pas connu un essor particulier. Elle a connu une explosion avec la pandémie. Et là, effectivement, ça a été, je veux dire, ce qu'on appelle la RSI, la Remote Simultaneous Interpretation,
donc la téléinterprétation, l'interprétation à distance, a sauvé la profession. Du jour au lendemain, le 17 mars 2020, les interprètes se sont retrouvés au chômage. Il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus de conférences, plus de manifestations, plus de contacts, plus rien. Et très très vite, des systèmes d'interprétation à distance qui avaient déjà été un peu développés dans les années qui ont précédé, mais qui étaient très rarement utilisés. Et très très vite, ces systèmes se sont multipliés et la profession a pu survivre grâce à ces techniques d'interprétation à distance. Alors là, il y a eu très rapidement des craintes qui se sont fait jour en se disant « Oh là là, mais maintenant que nos utilisateurs y ont pris goût, on ne va faire plus que de l'interprétation à distance. » Apparemment, ce n'est pas le cas non plus. Alors, l'interprétation à distance, autant que je puisse en juger, garde maintenant une place sur le marché de l'interprétation. Je ne peux pas quantifier ça en pourcentage, je ne sais pas, c'est peut-être 10%, 15%, mais en tout cas, ça n'a pas révolutionné notre marché et les participants aux conférences internationales ont voulu, étaient tout autant frustrés que les interprètes d'être cantonnés chez eux ou d'être confinés chez eux. Et dès qu'ils ont eu la possibilité de se revoir, ils se sont réunis à nouveau. Alors il y a parfois quelques petites dérives où les délégués se réunissent, mais on laisse les interprètes chez eux, parce que c'est quand même moins cher. Mais pour l'instant, c'est plutôt l'exception. En général, mes collègues reviennent sur les lieux des conférences et reviennent travailler avec les gens. Alors pour ce qui est de l'évolution humaine, je crois, mais bon, ça c'est effectivement une expérience que j'ai faite tout au fil de ma carrière, les conférences sont devenues de plus en plus pointues, de plus en plus techniques. C'est-à-dire les gens maintenant se réunissent et font appel à des interprètes que lorsque l'enjeu est important, et qui dit un enjeu important, dit généralement technique de pointe, enjeux financiers importants, enjeux économiques ou politiques importants. Et donc c'est devenu de plus en plus pointu, par conséquent les interprètes ont dû eux aussi devenir de plus en plus pointus. Et j'en reviens sempiternellement à l'importance de la préparation. Mais par chance, la préparation est devenue beaucoup plus facile grâce aux outils modernes dont on dispose aujourd'hui. Je veux dire, quand j'étais à l'ESIT, Internet n'existait pas. On allait préparer dans les bibliothèques. J'ai encore ma bibliothèque chez moi pleine de vieux dictionnaires techniques qui ne me servent strictement à rien. On trouve tout en ligne aujourd'hui. Et encore, un dictionnaire, c'est plutôt pour la préparation linguistique, mais même pour toute préparation thématique, on peut tout trouver aujourd'hui en ligne. Donc ça aussi, ça a changé notre façon de préparer, de travailler. Et quelqu'un me disait, il n'y a pas très longtemps, les orateurs ont tendance à être de plus en plus, difficiles, en tout cas de plus en plus rapides. Et c'est possible. Personnellement, je n'ai pas fait cette expérience de façon directe et immédiate, mais apparemment, le temps étant une denrée de plus en plus rare, time is money, comme disait l'autre, les formats des conférences sont de plus en plus resserrés et donc les gens parlent de plus en plus vite. Oui, alors je voulais dire à Edgar que nous partageons pas mal de parcours similaires par nos origines familiales, par l'enseignement dans l'interprétation. Et donc j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Je n'avais pas lu le livre, mais je crois que j'en ai même plus besoin tellement on en a... Si. Alors, je voulais faire quelques observations, d'abord à propos du message. Au cours des 10 dernières années de ma vie professionnelle, j'ai occupé un double poste interprétation-traduction. Et je dois dire que, autant en interprétation, le concept de faire passer le message est absolument primordial, autant en traduction, j'ai été en guerre pendant 10 ans avec ma chef traduction,
qui ne supportait pas ce qu'elle trouvait trop fantaisiste dans ma façon de traduire. Parce qu'elle n'était pas allée à l'hésite ou à l'hésite. Si elle avait fait traduction à l'hésite, mais elle avait une conception extrêmement rigide, je dirais, des méthodes de traduction. Et le nombre de fois elle recorrigeait mes traductions simplement parce que j'avais mis un mot plus vivant qu'un autre, c'était sans fin. Enfin bon, cela dit, on s'entendait très bien quand même. Alors, je voulais revenir sur la question de préparation aussi. Effectivement, et je me permettrai de livrer une petite anecdote concernant Edgar. Je me souviens... effectivement, la préparation, c'est essentiel, mais aussi la répétition. Je veux dire, ce qui permet de devenir bon, c'est de travailler aussi régulièrement pour les mêmes clients ou pour les mêmes employeurs et pour les mêmes sujets. Et le fait d'être officiellement un interprète, par exemple, pour l'allemand dans les services des affaires étrangères ou de l'Élysée, au fil des ans, ça confère effectivement un plus, y compris au niveau de la préparation. Et je me souviens, c'est l'anecdote que je me permets de livrer, c'était au G20 en 2011 à Cannes. Nous étions très nombreux, il y avait 2 équipes, et je vois encore Edgar patientant avec l'interprète côté allemand qui était Zimmermann, et tous les deux, attendant d'être appelés pour des entretiens bilatéraux, et l'un disant à l'autre, je crois que c'était Edgar, ça fait combien de temps qu'on se connaît tous les deux, et ça fait combien de temps qu'on fait ça ensemble? C'est l'illustration, je pense, de ce plus, totalement justifié et mérité, mais qui fait on parlait du stress, qui permet de réduire quelque peu le stress. C'est de s'être trouvé si souvent dans cette même situation que l'on est capable de faire face avec plus de brio et plus de réussite. Alors, j'aimerais encore dire un mot sur la préparation. La dernière conférence à laquelle j'ai participé activement, puisque je suis une interprète, toujours interprète, mais quand même à la retraite, c'était à l'UNESCO, la conférence générale en 2016. Et là, j'ai eu d'un coup le sentiment, quelque part, d'être dépassée. Parce que ce qui avait fait irruption en cabine, ce sont les tablettes. Et d'un coup, je voyais des interprètes, de mon temps, on préparait les conférences, les discours de plénière interminables, nombreux, à toute allure, on les préparait le jour même et on vous apportait les discours au fur et à mesure. Là, les gens les recevaient jusqu'à 1h, 2h du matin. Ils arrivaient avec des yeux comme ça parce qu'ils avaient préparé leur conférence. Et pendant qu'ils travaillaient, ils faisaient sans arrêt référence, cherchaient leurs mots sur les tablettes. Et là, je me suis dit, je n'ai pas envie d'exercer ma profession de cette manière. D'un coup, je me suis dit, pour moi en tout cas, je tourne la page. J'aurais juste un dernier mot à dire sur l'enseignement, si vous le permettez. Je suis très admirative de cette salle, de tous ces équipements. Quand j'ai commencé à enseigner, moi, non pas à l'ESIT, mais à l'ISIT, c'était en 79. Nous avions des petites salles en haut d'une tourelle au 5e étage, 2 petites cabines minuscules avec un son assez limité. Et je pense que les étudiants d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ils sont moins nombreux, mais en tout cas, ils ont à leur disposition maintenant des moyens extraordinaires et je les encourage à persévérer. Écoute, merci pour ce témoignage. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Finalement, ça fait écho tout à fait à ma vision du métier. C'est-à-dire l'utilisation de l'ordinateur portable en cabine. Je m'y suis fait très très vite et ça rend de grands services, notamment quand on est dans une conférence technique où on reçoit ces horribles PowerPoint à la dernière minute où tout est indiqué en mots-clés difficiles à décrypter. Et là, la tablette ou l'ordinateur portable rendent effectivement de grands services. Maintenant, il faut s'en servir de façon courtoise.
Et avoir, pendant qu'on est en train de travailler, le collègue qui tape un peu trop fort sur son clavier peut nuire à la concentration. Donc il faut là aussi essayer de bien équilibrer les choses, éventuellement se mettre dans une cabine inoccupée lorsqu'on veut préparer quelque chose pendant que le collègue travaille, ou avoir un clavier vraiment silencieux. Bon, mais d'une façon générale, il y a beaucoup d'aspects où dans la profession, il faut avoir beaucoup d'égards pour les collègues de l'équipe et notamment pour le collègue avec qui on travaille, on partage la cabine. Juste, il y a une autre question dans la salle, mais je voulais dire qu'il y a une question sur le fil de discussion d'une personne connectée que je soulèverai après. Bonjour. Ah, merci. Bonjour. Alors moi, je suis étudiante à la Sorbonne Nouvelle et je voudrais vous poser une question en tant qu'étudiante. J'ai eu la chance de pouvoir aller à une conférence à l'UNESCO lorsque j'étais au collège et c'est ça qui m'a inspirée à vouloir être interprète plus tard. Et je voulais savoir quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui souhaiteraient exercer cette profession pour plus tard? À quel stade de leurs études? À quel stade de leurs études? À un étudiant qui a déjà fait des études supérieures, à un jeune bachelier, à quelqu'un qui est déjà dans une école d'interprète? À un étudiant qui est en études supérieures. C'est le conseil, je sais pas, peut-être que vous n'étiez pas encore tout à fait là, c'est le conseil que je donnais tout à l'heure. Je crois que l'une des meilleures choses à faire, c'est de suivre, si c'est possible, des études supérieures à l'étranger dans des disciplines non linguistiques. C'est-à-dire, si on a, je ne sais pas moi, l'espagnol et l'anglais, d'aller faire un cursus de sciences économiques à Londres, un cursus d'histoire ou de sciences politiques à Madrid ou à Santiago du Chili. Mais l'idée étant que l'une des meilleures façons de pour pouvoir cumuler les avantages, c'est d'apprendre quelque chose de non linguistique. Donc on augmente sa culture générale et ses connaissances et sa maturité. Et la langue étrangère étant alors le support de l'enseignement, on va beaucoup mieux l'acquérir en entendant les profs et en étant astreint à rendre des devoirs dans cette langue étrangère. On va beaucoup mieux acquérir cette langue étrangère que si on va simplement faire des stages linguistiques ou des études de langue à l'étranger. En fait, en résumé, les interprètes et les traducteurs, on n'est pas des linguistes. On est des gens qui travaillons, comme je le disais, sur le sens, sur le message, etc. La langue, c'est une espèce de socle de base qu'il faut acquérir à un très bon niveau, mais je dirais presque le plus vite possible, même si on la perfectionne tout au long de sa carrière. Et ce qui est peut-être encore plus important, c'est tout ce qu'on va apprendre autour. D'accord, merci beaucoup. Justement, la question posée par une personne connectée s'inscrit tout à fait dans la suite de notre discussion. Ça commence par une petite critique. Peut-être ai-je manqué une partie de la conférence, mais je suis quelque peu étonnée qu'en une telle circonstance, vous n'ayez pas particulièrement mis en exergue dans votre propos l'apport de la théorie du sens, voilà, dans votre expérience d'interprète et de formateur de futurs interprètes, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle, entre guillemets. Je suis d'accord avec vous sur cette alliance de mots peu commune. Il est vrai que c'est votre dernier ouvrage dont il s'agit aujourd'hui, mais je souhaiterais entendre votre avis sur cette question. Alors, excellente question. C'est toujours ce qu'on dit au début quand on ne sait pas encore ce qu'on va répondre. Donc, excellente question, merci de l'avoir posée. Alors, la théorie interprétative de la traduction, la fameuse TIT, anciennement théorie du sens, j'en parle dans le livre et je mets tout particulièrement l'accent. C'est une question qu'on ne m'a pas posée d'ailleurs. S'il y avait un concept théorique dans le domaine de l'interprétation ou de la traduction qui me semble le plus important, c'est celui de la déverbalisation. C'est-à-dire que le fait que lorsqu'on fait passer un message d'une langue à l'autre, on a le message d'origine dans une langue, on se débarrasse de cette gang linguistique, on garde uniquement le sens qui lui est déverbalisé avant de le reverbaliser, de reformuler dans l'autre langue. Je crois que c'est le concept central de la théorie interprétative de la traduction. Alors c'est vrai que j'en ai pas
parlé ici dans cette petite présentation, on ne m'avait pas non plus posé de questions spécifiquement là-dessus. C'est maintenant fait, c'est maintenant réparé, et j'y consacre quelques pages effectivement dans mon petit livre aussi. Et j'ajouterais même un point, parce que quand je t'avais interviewé pour faire ton portrait, on en avait parlé, et tu m'avais dit, mais l'essentiel c'est de bien comprendre, de bien entendre, de bien comprendre, et ensuite, une fois qu'on sait bien en nous, eh ben, les mots viennent tout seuls pour le dire. Voilà. Exact. Je voudrais juste intervenir pour infirmer peut-être ce qu'a dit Madame, enfin confirmer en un certain sens. Les interprètes diplômés, chevronnés, n'apprendront sans doute rien dans le livre d'Edgar, si ce n'est qu'ils apprécieront son ton plaisant, animé, très divertissant. Les futurs diplômés, en revanche, les interprètes, auront tout intérêt à le lire parce qu'ils pourront voir ce qu'est vraiment le concret du métier. Et moi qui ne suis que, avec 4 guillemets, traductrice, qui suis traductrice et qui n'ai jamais fait d'interprétation, je dois dire que j'ai découvert tout un monde. Bien que diplômée de l'ESIT depuis fort longtemps, en 1974, j'ai côtoyé nombre d'interprètes, mais j'ignorais totalement certaines facettes de votre métier et j'ai découvert ça avec ravissement, je dirais. Voilà. Merci en tout cas, Edgar. Merci Sylvie. Il y a encore une question? Oui. Encore 10 minutes. J'ai de nouveau des questions. D'autres questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première concerne la propension et la préférence parfois de certains germanophones à s'exprimer en anglais, ce qui n'est pas valable uniquement pour les germanophones, mais ce qui existe. Du coup, est-ce que vous, d'une part, est-ce que ça vous a déjà surpris parce que vous vous attendiez à interpréter quelqu'un qui parlait l'allemand alors qu'il s'est mis à parler anglais? Et d'autre part, est-ce que ça a eu un effet sur votre volume de travail à partir de l'allemand? Et ma deuxième question qui n'a rien à voir, c'est, vous nous avez dit qu'à part 3 ans à la commission, vous aviez toujours été à votre compte. Est-ce que vous avez envisagé plus tard dans votre carrière de redevenir salarié, par exemple, d'une institution internationale, ou est-ce que vous avez toujours été farouchement attaché à votre statut d'indépendant? Alors, pour la question de l'anglais, je veux dire, les orateurs qui s'expriment en anglais alors que leur langue maternelle est interprétée dans une conférence, c'est quelque chose qu'on vit depuis assez longtemps, qu'on vit régulièrement. Finalement, ça n'a pas beaucoup d'impact. Si, je pense qu'il y a probablement quelques organisations ou quelques congrès qui se faisaient en français, anglais, allemand, et où un beau jour, l'allemand a sauté et qui ont continué à se faire uniquement en français, anglais. Il y a certainement eu des cas comme cela, mais je veux dire, la généralisation, enfin d'ailleurs c'est pas de l'anglais, c'est du globish, hein. La généralisation du globish, c'est un fait de société qui a des avantages. Je veux dire, c'est assez extraordinaire d'avoir une nouvelle lingua franca où les hommes et les femmes du monde entier peuvent communiquer. Ça a des aspects extrêmement positifs. Il ne faut pas forcément avoir une réaction toujours corporatiste, mais parfois l'excès est poussé trop loin. Le seul domaine dans lequel je travaille encore un petit peu, c'est pour un grand constructeur européen dans le domaine de l'aéronautique, et bon, qui n'a pas besoin d'interprètes dans ses réunions de direction parce que tout se passe en anglais dans ces grandes multinationales. Mais il y a un domaine où il y a encore des interprètes au travail, c'est dans les relations sociales. Ils ont un comité d'entreprise européen qui se déroule en 6 langues, français, anglais, allemand, espagnol, polonais et roumain. Et là, les représentants du personnel s'expriment chacun dans leur langue maternelle, toujours, mais les représentants de la direction ont choisi le parti pris de s'exprimer exclusivement en anglais. Et le niveau d'anglais est extrêmement variable. Voilà.
hein, je n'irai pas beaucoup plus loin dans mon jugement, mais ça ne change rien. Je veux dire, dans la conférence elle-même, peu importe la langue qu'il parle, le volume de travail est le même. Est-ce que, d'une façon générale, la généralisation du Globish a réduit les besoins en interprétation? Peut-être un peu. C'est très difficile de répondre à une question. Qu'est-ce qui se serait passé si, en fait, hein? Et la deuxième question, que j'ai déjà oubliée. Ah oui, le statut d'indépendant. Oui, j'étais très attaché au statut d'indépendant. Donc quand je suis parti à Bruxelles, j'y étais parti pour 6 mois. En fait, parce que généralement, on offrait aux jeunes diplômés un contrat de 6 mois qu'on pouvait prolonger après un test, etc. Il se trouve qu'il y a eu un concours, que j'ai passé le concours, que je l'ai réussi et que je suis encore resté 2 ans de plus, mais toujours avec dans ma tête l'idée de revenir à Paris et d'exercer comme freelance. Et j'ai toujours été attaché à ce statut d'indépendant. J'ai eu à un moment une offre de votre ministère pour occuper le poste d'interprète d'allemand aux affaires étrangères. J'ai hésité quelques semaines et non, je ne voulais pas me lier les mains. Je faisais des choses trop passionnantes par ailleurs et je ne voulais pas faire que ça. Alors, comme toujours, comme interprète, on est amené à travailler pour des présidents, etc. C'est ce qui intéresse les gens, c'est ce qui intéresse le grand public. Mais je veux dire, en termes de volume de travail, mon travail d'interprétation diplomatique, c'était peut-être, je ne sais pas moi, 10 à 15% de mon volume de travail total. Donc j'avais 80-90% d'autres activités et je n'avais pas envie de les perdre. Il n'empêche que j'ai le plus grand respect pour les collègues permanents dans les organisations internationales ou ministères. Ils font un aussi beau métier que celui que j'ai pratiqué, que je pratique encore un petit peu. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question ou une question sur le chat? Oui. Alors, quelqu'un qui te transmet ses amitiés, Claire, je te donnerai après. Alors, bonjour, merci pour la conférence et l'organisation. L'interprétation de conférence, existe-t-il une limitation de l'âge pour commencer la formation? Par exemple, un traducteur qui vise un approfondissement des techniques et qui souhaite faire une formation master. Alors, sur la question sur le traducteur, formation master, ça je ne suis pas du tout qualifié pour répondre. Est-ce qu'il y a une limite? Alors, une limite d'âge, légalement, il n'y en a pas, je crois. Légalement, il n'y a plus. Il y en a eu dans le temps. Il n'y a plus légalement de limite d'âge. Est-ce qu'il est forcément conseillé de commencer des études d'interprétation quand on a déjà 40 ou 45 ans? Ça dépend de la personne. Je pense que la souplesse, la flexibilité que requiert, la capacité d'adaptation que requiert l'apprentissage de ce métier est peut-être plus développée quand on a moins de 30 ans ou autour de 30 ans que quand on a passé la quarantaine ou la cinquantaine. C'est-à-dire, on a des cas. On a eu des diplômés de l'ESIT qui avaient largement plus de 40 ans. Il y a eu des exemples et qui ont fait de belles carrières. Donc, il n'y a pas d'objection a priori, mais ce n'est pas forcément plus facile. Tu veux dire un mot, Claire? Mais je pense que nous sommes parvenus à la fin de cette conférence débat et la multitude de questions et les réactions dans la salle témoignent de l'intérêt de la thématique et du livre, de ta présentation. Donc un très grand merci à Edgar. On va peut-être... voilà. Merci beaucoup à vous tous. Et donc, n'oubliez pas de le commander, de le recommander autour de vous. Si vous voulez, voilà, Edgar va faire une petite dédicace si vous avez vos exemplaires. Mais surtout, parlez-en autour de vous. Voilà, qu'on soit traducteur, interprète ou qu'on exerce un tout autre métier. C'est un très beau parcours de vie qui est passionnant, quoi qu'il en soit. Merci, Lucie.
Ah oui, alors, après les dédicaces, parce qu'on peut rester encore un petit peu dans la salle, nous vous invitons donc au café Irish Corner, qui est tout près d'ici. Si vous voulez, on ira ensemble. Je vais reprendre l'adresse et vous la redire. Partagez le verre de l'amitié pour poursuivre la discussion. Je retrouve l'adresse et je vous la dis tout de suite. Voilà. Donc, si vous voulez faire dédicacer votre ouvrage par Edgar, il est à votre disposition.